Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast de Time for Human. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Romy. Je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et let's go. Super, merci Cyril, merci de m'accueillir sur Time for Human. Moi je m'appelle Romy, j'ai 28 ans, je suis originaire de Dijon, mais en vadrouille depuis un certain nombre d'années, donc certains diront nomade. Digital nomade, c'est pas vraiment le terme parce que je travaille de moins en moins comme freelance derrière mon ordinateur. Néanmoins, j'ai quand même fait des choix professionnels qui me permettent d'être libre et de garder cette liberté et de voyager quand j'en ai envie. Cette année, j'ai passé finalement beaucoup plus de temps en France que prévu et ça fait un bien de fou. Ce que je fais sur l'aspect professionnel, je suis passée par des étapes dans ma vie comme beaucoup. Et je voudrais bien commencer par te dire que ça fait la première fois de ma vie où je me sens aussi alignée professionnellement. Et ça, c'est quelque chose où je pense que tant qu'on ne l'est pas, on ne se rend pas compte à quel point c'est important. Moi, j'ai fait un parcours classique. On dit souvent classique, pas tant parce que chacun a ses parcours, mais en tout cas, école de commerce, bachelor en marketing, master en business. J'étais dans cette voie, complètement dans cette voie, et je m'y retrouvais. J'avais un certain plaisir. J'aime toujours ça, le business, le commerce, le marketing, ça me plaît. Et au départ, je l'ai fait en entreprise, gros, classique. Et puis, au bout d'un moment, j'ai un peu pété un plomb, comme beaucoup. Premier confinement, moi, je me suis retrouvée chez moi, et là, je me suis dit, attends, il y a un problème, c'est que tu es hyper heureuse. C'est le Covid qui a été déclencheur de tout ça? Complètement. Je pense qu'en fait, le Covid n'a rien inventé. Néanmoins, il a ouvert une porte. Il a mis une brèche, on dit comme on veut, mais vraiment, il y avait des choses en moi, ça c'est clair. Je me sentais à ma place sans vraiment l'être. J'étais dans une place qui, en fait, qu'on m'avait attribuée, j'étais bien, mais je ne l'avais pas choisie, si tu veux. Et vraiment, ce Covid nous a fait tous, je pense, beaucoup réfléchir. Hein. Tu es chez toi, tu changes ton mode de vie, tu vas plus au boulot, tu fais autre chose de ta vie, tu fonctionnes différemment, tu prends du temps pour faire des choses que tu n'avais pas le temps, tu t'es privé des personnes que tu aimes, ou alors tu en vois plus d'autres, tu passes ta vie différemment, et surtout, tu réfléchis à ta vie. Et moi, ça... Une vraie introspection, quoi. Bah oui, et puis un peu forcé, quoi. Parce qu'en fait, quand t'es sur, tu vois, on dit toujours le taureau de la carrière ou la rat race. Moi, j'ai jamais été dans la rat race parce que je me suis jamais mis dans cette optique de business. J'ai jamais été très orientée argent. C'était pas mes motivations déjà à l'époque. Néanmoins, j'étais un peu dans la carrière race, on va dire. Okay. Et en fait, il y a que quand on te met le cul sur une chaise que tu te dis, attends, ok, peut-être que c'est pour une raison. Parce que tu as l'air d'être quelqu'un de très énergétique, très actif. Je te vois toujours en train de faire du sport, etc. Je pense que tu as ce besoin aussi, enfin, je sais pas, dis-moi si je me trompe, mais où tu as besoin de croquer la vie à pleines dents et que ça bouge, quoi. Peut-être pour ça aussi que ce que tu fais au quotidien, non seulement c'est de l'entrepreneuriat, mais faut que ça bouge, quoi. Ouais, c'est vrai. Bah, pour moi, c'est le mouvement caractérise très bien tout ce que je fais, que ce soit à la fois physique, intellectuel, géographique, professionnel. Je n'aime pas rester sur place. Pour moi, faire du sur place, c'est l'inverse de progresser. Dans la vie, je pense qu'on poursuit tous des buts différents. Moi, une des choses qui me fait vibrer, c'est le progrès, c'est l'avancée. C'est de remettre en question ce que je pense, c'est d'aller explorer des terrains que je ne connais pas encore. Et ça m'amène à ce premier bouleversement Covid dont je te parlais, et puis un deuxième bouleversement qui s'est fait un an après un an justement de nomadisme à faire, parce que pour petite histoire très rapidement, mais quand je me retrouve confinée, je ne reviens pas au boulot, enfin je reviens quelques semaines, et finalement je décide de partir. À l'époque, tu étais en CDI, c'est ça? Ok. J'étais en CDI, ouais, c'est vrai que j'ai sauté les étapes. J'étais directrice marketing D'accord. chez moi à Dijon. Un job a priori sur le papier cool, tout bien, ce que je disais, carrière, bon salaire, reconnu, stabilité financière, tout que tu peux vouloir, surtout qu'à l'époque j'avais 25 ans, donc c'est jeune, tu vois. Mais il y avait un truc, je sentais qu'il y avait quelque chose, dans l'objectif, le fond de mon métier, de ce que je faisais, et dans la façon dont je le faisais. C'est-à-dire que moi, je passais mes journées, je faisais un 9h, 19h dans un bureau, vu sur le parking. Avec des gens dont je n'avais pas très envie. Tu vois, t'as concerné l'année période, déjà, ce genre de journée, ça me plaisait pas. Il y avait beaucoup de culture du présentiel aussi, ça me plaisait pas. Évidemment pas du tout. Un management très top-down, donc vraiment plein de choses qui n'allaient pas. Et pourtant, je suis quand même restée 2 ans. Et tu me dis, mais à quel moment tu t'es pas dit avant que c'était pas pour toi?
Donc le confinement arrive, je décide de quitter mon job et le marketing pour moi c'est que tout ce que j'avais connu. Donc à cette époque j'étais quand même dans je vais faire ce que je sais faire et donc je décide de me lancer comme freelance en stratégie marketing à l'époque. Donc j'ai fait surtout du branding et de la création de contenu. Et la grosse différence c'est que je choisissais les clients avec qui j'avais envie de travailler, que je choisissais le rythme auquel j'avais envie de travailler, le lieu, c'est là où j'ai commencé à voyager. Et simplement, en fait, j'ai repris le contrôle de mon quotidien. Ouais, t'as repris les rênes de ta vie, quoi. Ma vie est vraiment l'impact pour moi, le premier déclic, ça a été au quotidien, vraiment, sans parler de vision, sans parler de why, tout, j'allais pas plus loin que ça à l'époque. C'était juste, en fait, je me lève, je fais ce que j'ai envie de faire. Tu en parlais tout à l'heure, tu peux faire de méditation. En fait, moi, je ne méditais pas, mais je me Tu commençais ta journée à ton rythme. Ouais, et tu sais que tu es aussi beaucoup plus libre de l'organiser comme tu veux. Quand à un moment donné, tu es dans une période compliquée de ta vie, tu n'as pas d'énergie, tu as plein de choses à gérer, mais en fait, tu peux lever la pédale, tu vois. Ce que tu fais pas quand tu es dans un gros groupe, ce que tu fais pas quand on te dit pas que tu as le droit, en fait. Ouais, c'est vrai. Voilà, je passe 2 ans à faire du freelancing, stratégie de contenu, moi, même pas 2 ans, 1 an et demi. Je lance une formation en branding, j'accompagne des indépendants. Je fais un peu tout ce que tout le monde faisait en fait à l'époque et c'était la smart sounding, ça explosait des répétés. Alors moi, j'ai suivi vite fait, je me dis ouais, c'est cool, on y va. Et puis, deuxième, c'est pas un déclic finalement, c'est venu petit à petit. Mes deuxième prise de conscience où je me suis dit ok, le marketing c'est cool, je suis bonne dans ça. Néanmoins, c'est pas ce dans quoi je me retrouve le plus, c'est pas ce qui me fait vibrer. Je me lève pas le matin en me disant yes, je vais faire une strat social media. Non. En vrai. C'est bien d'avoir cette prise de conscience, d'avoir l'honnêteté déjà de se dire j'ai quitté un système dans lequel j'étais pas aligné, je réessaye de faire mon propre projet et je me rends compte que je suis pas forcément aligné. Donc deuxième prise de confiance en fait. Oui, parce que bien sûr, alors ça me plaisait toujours, tu vois, je me suis pas levée pour le faire, mais maintenant je me suis dit moi je passerai pas le reste de ma vie à un truc qui me plaît moyen, ou quand enfin, tu vois vraiment là pour moi la différence c'est qu'en ce moment je me lève plus tôt que mon réveil. Et j'ai envie, je suis excitée, je suis dans mon lit, je suis excitée d'être à l'idée devant mon ordi, C'est beau ça. téléphone, devant mes bouquins, parce que ce que je fais maintenant, T'intéresse. Ouais. je trouve beaucoup plus de sens et ça me ressemble. Et en fait, moi, c'était la première leçon, c'est pas parce que c'est bien que c'est pour toi. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis. En plus, là, je crois que tu as commencé une nouvelle formation. Tu m'en parlais par rapport coaching mental, c'est ça? Exactement. Ça, c'était du coup la deuxième prise de conscience. Moi, j'ai toujours été passionnée de sport dans ma vie. J'ai toujours su que je ne serais pas sportive de haut niveau. Pas parce que j'étais nulle, hein, mais simplement parce que... Bon, si, en partie parce que j'étais quand même globalement moins bonne que ceux qui Non, s'entraînent. pas ça, voyons. Non, mais faut être lucide. Hein. Tu vois, moi, je les vois, les sportifs de haut niveau. C'est un sacré niveau, ouais. J'avais juste pas leur niveau et en même temps, je ne faisais pas en sorte de l'avoir. C'est que moi, j'ai toujours aimé tester plein de choses, explorer plein de trucs. Je me suis jamais mis à 100% dans une activité, que ce soit sportive ou autre. Donc, à partir du moment où tu n'es pas à 100% dans ton activité, tu vas pas te démarquer des autres sur ce terrain-là. Donc, je le savais, mais j'ai toujours eu cet amour du sport. J'ai toujours vraiment vécu avec le sport. J'ai grandi avec le sport. Ça a toujours été important pour moi. Et là, cette prise de conscience, c'était OK, j'ai envie de me rapprocher de ces terrains de jeu-là. J'ai envie de passer plus de temps avec ces gens qui m'inspirent. J'ai envie et qui m'impressionnent aussi. Les sportifs, c'est comme et puis tout cet univers qui me parle, c'est une histoire de valeurs aussi. Moi, le sport, c'est porté par des valeurs, c'est porté par du sens. Ça véhicule beaucoup de choses dans lesquelles je me retrouve. Donc, j'avais cette envie-là, sans pour autant savoir par où passer. Parce que finalement, tu vois, je me suis posé la question de me retourner en STAPS, de me former en coach sportive. À un moment, la nutrition m'intéressait bien. Et puis, ça manquait un peu de... Je sais pas, ça manquait de créativité, ça manquait de côté intellectuel, ça manquait de choses... Ou alors, peut-être pas parce que c'était pas encore suffisamment... C'était réellement... En tout cas, c'était pas pour moi. Tu vois, j'avais pas une déclic en me disant, OK, c'est ça. Et pourtant, quand je te disais que j'avais fait de l'accompagnement un peu de freelance, etc., j'avais souvent des retours qui étaient mais oui, t'arrives à me motiver ou à me donner confiance en moi ou dans des projets pro où t'es à l'écoute, vraiment discuter avec toi, ça m'aide. Et je me suis dit, OK, peut-être le coaching, c'est bien. Ouais. Et par le plus grand des hasards, je discutais coaching avec une copine au CrossFit à Dijon, vraiment sans objectif aucun, juste on parlait de ça. Elle me dit, mais tu sais qu'il y a une formation, un DU, un diplôme universitaire à Dijon, donc à la maison, justement de coaching et performance mentale, une préparation mentale pour sportifs entrepreneurs. Parfait. C'est ce qu'il te fallait.
exactement ce qu'il me fallait. Alors, j'ai aussi hésité à ce moment-là à repartir en psycho parce que pour moi, il y a un besoin fort d'être crédible et d'avoir tout le bagage quand tu te lances dans un projet. Ouais, il y a un vrai sujet sur la crédibilité. Je trouve que en France, on a beaucoup de travail à faire là-dessus parce qu'on considère que si quelqu'un n'a pas le degree, n'a pas le diplôme, n'a pas passé toutes les étapes académiques, eh ben, on lui confère pas toutes les compétences nécessaires pour faire ce en quoi il prétend être bon. Alors qu'il y a des gens qui sont coachs, qui n'ont pas fait 5 ans d'études de coaching, mais qui sont bons, quoi. Tout. C'est-à-dire que je suis d'accord avec toi. Parce que le coaching, c'est particulier à faire. Il y a des domaines où, ok, il faut avoir étudié, mais d'autres, Bah, le coaching, c'est pour moi une science humaine. C'est que tu as des personnes, ils auront beau faire toutes les études de leur vie, ça restera des mauvais coachs. Peut-être parce qu'ils ne savent pas écouter, peut-être parce qu'ils n'ont pas l'analytique axée sur la personne, ils n'ont pas l'empathie, peu importe. Il y a vraiment de tout, hein, on pourra parler, mais le métier de coach, en fait, c'est pas reconnu par l'État. Donc, on en parlait avec Anthony, hein, pas encore sur le moment. Ça viendra, mais le boucher du coin disait peut être préparateur mental. Donc, il y a vraiment de tout. Et néanmoins, je pense que la psychologie, quand même, les études, c'est pas complètement d'accord. c'est pas des conneries du tout, bien sûr. Tu peux, en fait, je pense que ça dépend d'où tu pars. C'est-à-dire que si vraiment tu as déjà un bagage, que tu as des expériences de ouf, que tu as déjà eu cette expérience, toi, de la psychologie humaine, de la relation, en fait, le diplôme, et oui, en effet, c'est du vent. Par contre, à l'inverse, t'inventer préparateur mental sans aucune base, moi, je sais que oui, le syndrome de l'imposteur, je l'ai, je pallie à ça par des expériences que je me crée. Où je Bon, fais cette- tu vas chercher l'information, tu la digères pour après pouvoir la restituer. C'est ça, absolument sans. Mais c'est un sujet, parce que de la même façon que tu t'improviserais pas médecin sans avoir étudié médecine. Encore heureux. Et la psychologie, c'est une forme de métier. Ouais. Après, le coaching, je sais pas comment le définir. Pour moi, l'accompagnement, c'est vraiment être dans l'écoute et arriver à trouver le besoin de la personne sans forcément lui apporter toutes les compétences nécessaires. C'est-à-dire que si toi, tu fais du coaching mental, de la préparation mentale, je pense pas que tu en connaisses. Tu connais tout le rayon sur tout ce qui se passe dans le cerveau, sur tous les mécanismes, etc. Mais comme tu dis, si tu as de l'écoute, si tu as de l'empathie et si tu sais arriver à impulser de l'énergie dans la personne et lui dire qu'est-ce que tu dois faire pour arriver à être plus performant. En plus, c'est un sujet qui t'intéressait, la performance. Le jour, tu en as fait un post sur LinkedIn. Il faudra qu'on en parle plus tard. C'est là que tu touches à des choses et que tu fais progresser la personne au final. Parce que ce qui compte, c'est de faire progresser la personne. En face de toi, tu peux avoir quelqu'un qui n'a pas fait forcément, je sais pas moi, les JO et qui veut juste passer d'un level à un autre. Et quelqu'un d'autre qui est à 2 doigts d'atteindre les JO et lui qui doit passer le dernier cap ultime. Et là, ce sera pas le même type de coach mental qu'il devra avoir. Il y a plein de sujets. Là où tu touchais le premier point, c'est qu'est-ce que le coaching? Le coaching, c'est pas du consulting. C'est-à-dire que tu viens pas en disant, moi, je sais faire ça. Regarde, c'est ça la bonne méthode. Le coaching, c'est pour moi un ensemble de soft skills, de compétences où tu es capable, en effet, de faire réfléchir la personne en face de toi pour qu'elle-même soit actrice des changements dont elle a envie. En fait, le coaching, c'est un accompagnement au changement. Quel que soit le changement, professionnel, personnel, mental, ce que tu veux. Et à partir de ce moment-là, c'est pour ça que je dis, tu auras beau faire toutes des études humaines, si c'est pas en toi d'être ce type de personne-là, la personne d'en face, elle va forcément être déçue. Bien sûr. Et après, oui, il y a plein de types d'objectifs, il y a plein de types de performances. Donc là, actuellement, préparation même mentale. Et aussi ça, il y a une nuance entre le coaching et la préparation mentale, où on voit beaucoup la préparation mentale comme tu fais des exercices, respiration, visualisation, imagerie mentale. Ça fait partie de la boîte à outils. Mais la carte coaching et préparation mentale, tu as beaucoup en fait d'échanges avec la personne et c'est là où on se rapproche un peu plus de la sphère psychologique. Si, ouais. À ne pas confondre avec de la thérapie où en fait, toi, quand tu es dans le coaching, tu es dans le présent. C'est-à-dire que moi, je vais pas aller creuser Dans ton enfance. c'est ton enfance, c'est ton passé. On va en fait analyser actuellement ta vie, à quoi elle ressemble, les points de blocage que tu as, les problématiques ou les points d'optimisation que tu as. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte de pallier à ce problème ou les améliorer en ayant connaissance de tout ce qu'il y a actuellement dans ta vie. Ça ne veut pas dire que si tu viens avec un problème ou avec une problématique très professionnelle, je ne vais pas aller explorer. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas aller explorer, justement, je vais le faire. Le familial, le personnel, ce qui est lié à ton identité, tes valeurs, etc. On va y aller. Mais moi, ce n'est pas mon rôle d'aller chercher. Et si tu as eu des traumas à ton enfance, on va t'envoyer vers une psy. Ouais, mais il y a des gens dont c'est le métier et pour le coup, là, c'est très compliqué d'aller faire ressortir les traumas.
Je suis d'accord avec toi que là, pour le coup, c'est pas du domaine du coaching, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus profond. C'est hyper important d'être lucide sur ce qu'on sait faire et sur ce qui vient de notre ressort aussi, tu vois. Bien sûr. Même dans le business, enfin, je veux dire, combien de coachs business, machin, qui se lancent dans des accompagnements de personnes, et à un moment, ils sont là, genre, Tu bloques. c'est pas la solution. Ouais. Et si tu l'as pas, bah tu l'as pas. Ouais, au-delà du fait d'avoir trop bluffé, d'être allé trop loin et de dire je peux peut-être vous aider, bah, il y a des fois où tu es face à un cas, t'as pas la science infuse, t'as pas 50 ans de vie derrière toi, tu peux pas savoir en fait, tout simplement. Faut avoir la sagesse de dire je ne sais pas et faut avoir quelqu'un d'autre va trouver tes réponses ailleurs et voilà. Tu peux pas le savoir dès le début, tu vois, une personne, un sportif, exemple, un sportif par exemple qui viendrait me voir avec, ok, ben moi j'ai des gros moments de stress juste avant une compétition, vraiment à un point où ça me paralyse ou je sais pas, ok, bon bah ça c'est clairement une problématique que je peux traiter, je vais pouvoir essayer de comprendre d'où ça vient, ce qui te fait stresser et aussi t'amener des outils pour que toi tu deviennes autonome dans la gestion de ce stress. Maintenant, si on entend, bah en effet, il y a, enfin, en fait, je sais pas, n'importe quoi, hein, en fait, ce stress, il vient vraiment d'un certain mal-être très profond, que tu es dans la vie je sais pas, que tu pas une estime fondée sur des bases solides, peu importe, ou sur quelque chose sur lequel moi, j'ai pas la main. Au départ, je le sais pas, je vais le prendre, le coaching, et à un moment donné, c'est là de se dire, bah en fait, là, c'est. Ou en tout cas, même si la personne, elle te fait confiance et qu'elle a envie de continuer avec toi, c'est d'être transparent et de dire, ok, voilà, moi, là, tu sors de mon spectre, je veux bien t'aider si tu as confiance dans mes compétences et la personne que je suis pour t'aider, avec plaisir. Au contraire, je vais le faire. Sache que ce serait bien que tu aies un accompagnement complémentaire parce que moi, mes compétences s'arrêtent là. Ouais. Mais c'est honnête de se l'assumer et pour la personne que tu as en face de toi, c'est vraiment important de dire ça. Mais je pense qu'il y a un aspect qui est important aussi, c'est le côté subjectif du est-ce que tu te sens bien avec la personne et est-ce que tu lui fais confiance à lui déballer ton sac. Parce qu'il y a un côté où dans notre société, je sais pas ce que tu en penses, mais les gens se cachent beaucoup et n'osent pas en fait déballer leur sac. Même souvent à la sphère personnelle, à la sphère dans ton entourage. Et quand tu vas creuser, quand tu fais du coaching, quand tu essaies de laisser s'ouvrir la personne à toi, tu vois des choses que peut-être elle a jamais ouvert à quiconque. Et du coup, si tu es la bonne personne pour ça et que tu arrives petit à petit en posant les bonnes questions, à la faire se sentir en confiance et à faire mettre le doigt sur la chose qui pose problème ou la chose qui lui permettra de passer à un autre niveau, bah là, elle va pouvoir progresser réellement. Et je pense que pour moi, c'est là la plus grande force du coaching. Je pense que c'est ça, dans tous les domaines confondus. Parce que moi, je m'intéresse beaucoup au coaching depuis plusieurs années, au développement personnel. Mais j'ai remarqué un truc, c'est que tu peux progresser autant avec quelqu'un qui a 50 ans, 30 ans d'expérience, qui a fait des trucs de dingue, que ce soit dans le sport ou autre, qui te donne des conseils très fondés. Mais des fois, tu parles avec une personne qui est très très jeune, qui a sur le papier pas forcément beaucoup d'expérience à proprement parler, mais avec elle, tu te sens bien. Et à ce moment-là, tu peux déballer ton sac, tu ne te sens pas jugé. Et du coup, c'est là que tu progresses. Et du coup, c'est là que tu peux vraiment avoir un échange profond. Alors que même, moi, je suis déjà allé voir un psy dans ma vie, une fois ou deux. Et, bah, la personne qui était en face de moi, je la sentais pas tellement dans la bienveillance. Je la sentais trop dans la sphère professionnelle. Il n'y avait pas ce côté bizarre ce que je veux dire, mais quand tu es avec quelqu'un qui te comprend, ouais, il n'y avait pas cette empathie. Exactement. Et du coup, j'avais pas envie de. Je me sentais pas assez bien, je me sentais pas assez à l'aise pour pouvoir parler des sujets en profondeur. Du coup, je restais en surface. Et au final, à tel point que la personne, je lui ai dit, bon, je pense que je vais passer à une autre personne parce que ça fonctionne pas, quoi. J'arrive pas à ça. Et je pense que c'est important. Euh, C'est hyper important. Là, il y a plein de points que tu as soulevés. Le premier, c'est le feeling. Le match, tu vois, ça joue. D'ailleurs, moi, j'ai une psy fait appel à une psychologue et je me rappelle qu'au bout de la première séance qu'on a fait, elle m'a dit oui, est-ce que tu as envie de travailler avec moi? Je dis, bah, je vous ai appelé. A priori, elle dit non, non. Même là qu'on a échangé, est-ce que ton feeling te dit toujours ok, on y va? Et c'est hyper important parce qu'en fait, tu peux aller vers une personne parce que tu as eu confiance en elle, parce que sur les réseaux, parce qu'on t'a recommandé. ouais. Mais en fait, c'est ton feeling à toi. En vrai aussi. En vrai, il y a un film différent. Et en même temps, l'empathie dont tu parles, ça se travaille aussi. C'est-à-dire que bien sûr, il y a un feeling avec la personne, mais il y a aussi toi en tant que coach, comment tu te comportes, comment tu arrives à mettre à l'aise la personne qui est en face de toi, comment tu te synchronises à cette personne en fonction de l'attitude corporelle, verbale, non verbale, comment est-ce que tu es proche d'elle et pour qu'elle se sente en confiance avec toi. Et après, il y a aussi tout ce qui est règles de base et déontologie du coach, c'est-à-dire que ben, tu peux
avoir un énorme très bon feeling avec une coach qui derrière se sert de toi comme un outil business à tout va et toi t'es pas en confiance parce que tu sais pas si ce que tu vas me dire va rester dans le confidentiel ou en tout cas c'est des bases mais il n'empêche que c'est important de le rappeler. Ouais. Il y a quand même voilà, il faut créer ce climat de confiance et c'est notre responsabilité de le créer. Et pour moi, il y a un dernier point qui est la confiance est réciproque. C'est-à-dire que si moi, je veux que toi, tu me fasses confiance, il faut que moi, je te fasse confiance aussi sur le fait que tu vas mettre en œuvre ce que tu peux pour qu'on aille ensemble dans la même direction. Et, et ça va aussi peut-être créer de la proximité par, bah ok, je vais te raconter, tu vois, on parlait d'avoir de l'expérience, je sais pas, bien sûr, oui, je vais te raconter pourquoi est-ce que je fais ça, comment est-ce que je m'implique, quelle est ma relation à- au coaching, au sport, en quoi elle est pas malsaine, en quoi je suis pas juste à te faire du coaching pour gagner de la visibilité parce que tu es champion de ci ou ça. Pourquoi est-ce que j'ai profondément envie de t'aider? Et ce climat de confiance, encore une fois, c'est vraiment la transparence. C'est ça, que ce soit en coaching mental ou business ou peu importe, en fait. À partir du moment où tu es au clair sur les intentions, je pense que la relation est d'autant plus. Et comme tu dis que ça dépasse le cadre seulement du t'as payé ça, je t'apporte ça, mais je t'écoute dans ton entièreté, tu vois. Je t'accepte comme tu es, je t'écoute dans ton entièreté et j'essaye pas de te vendre des choses. Parce qu'il y a souvent des gens, mais ça c'est des gens que vraiment j'admire pas du tout, qui vendent quelque chose et en fait sans écouter le besoin de la personne. Il y a des gens, ils viennent venir te voir, ils n'ont pas besoin de tes services en vérité. Et si tu es honnête avec toi-même, tu leur dis, c'est pas moi qu'il faut que tu ailles voir, passe ton chemin, limite je te donne des contacts et tu trouveras chaussure à ton pied. Et d'autres qui vont te dire, non, non, mais si c'est bien, viens, on a des choses à faire et tout, que ce soit dans... Là, on sort du coaching, hein, ça peut être dans quelqu'un qui te vend un site internet, ça peut être quelqu'un, n'importe quoi, tu vois. Mais de reconnaître que ça ne matche pas forcément avec le besoin et de dire, ok, je peux t'aider ou je ne peux pas t'aider. Ça, c'est l'étape de base. Encore pouvoir s'en rendre compte, c'est-à-dire que, mais moi la première, hein, enfin je veux dire quand je me suis lancée en stratégie de marketing, puis ensuite en coach d'indépendant, j'ai une force, c'est que je sais bien me vendre, mais c'est aussi une faiblesse, c'est que je convainc très bien les personnes de me faire confiance, sauf que moi derrière, Et pas assumé derrière, bref. en fait non, j'ai plus ce problème parce que j'ai appris à en connaître, tu parlais d'introspection, j'ai pas fait nécessairement une procédure d'introspection, voilà. Mais je pense que le voyage, les erreurs, c'est ce qui font l'introspection de toute façon. Et j'ai appris à me connaître. Et en fait, aujourd'hui, quand je vends quelque chose, déjà, je vends de moins en moins. Je partage et Bien sûr, on ouais. vient me chercher. Ouais. Mais en fait, j'ai plus rien à me prouver de ce côté-là. Je parle professionnellement, je parle parce qu'on a toujours des choses à se prouver. Moi, je suis en plein dedans. Mais je veux dire, je m'en fous en fait de prendre telle ou telle mission. Je vais pas chercher de la reconnaissance ou quoi à l'intérieur. Et donc, bah, comme tu le sais, s'il y a quelque chose qui vient pas, qui n'est pas pour moi, bah, je préfère te dire que cette chose, tu seras mieux servi par quelqu'un d'autre que de le faire mal. C'est ça. Enfin, c'est aussi où est-ce que tu as envie d'aller. Tu vends de la qualité ou tu vends de la quantité. Hein, c'est toi. C'est intéressant ce que tu dis et j'ai envie de rebondir sur la manière dont tu as abordé la chose. Tu n'as pas fait une introspection, mais tu as appris à te connaître au fil du temps. C'est quoi, toi, l'expérience de vie qui t'a permis de le plus aller vers ton chemin de vie et apprendre à te connaître et te dire, ah, c'est par là que je suis arrivé. Est-ce qu'il y a eu un déclencheur? Est-ce qu'il y a un moment où, au cours de tes voyages, par exemple, tu voulais dire, il y a eu des choses qui sont passées où où tu t'es dit, ouais, enfin, plus que j'allais par là. Ou que je devienne cette personne-là, ou est-ce qu'il y a eu des éléments déclencheurs dans ta vie? Non, en termes d'événements, je pense pas. Je te racontais avant où moi j'avais eu une enfance un peu compliquée, où il y a des choses. En fait, je pense que c'est juste une question de timing. C'est qu'en fait, les infos, les réponses, ta connaissance de toi, tu l'as. Et c'est comme si ton cerveau à l'intérieur, il t'envoyait des petits signaux, genre, tiens, je te donne un petit indice, tu sais, c'est un fluide géant, ta personnalité, tu vois. Et moi, j'ai l'impression que chaque année, chaque mois, je me découvre un petit peu plus. J'ai pas eu d'éléments déclencheurs, vraiment, bien sûr, les voyages, ça t'apprend à te connaître parce que moi, j'ai beaucoup voyagé toute seule, donc quand t'es seule, quand t'es pas dans... En fait, quand t'es pas dans le partage euh, c'est-à-dire le fait de communiquer aux autres ce que tu fais, en fait, tu l'intériorises au lieu d'extérioriser. Et c'est à ce moment-là où tu as un peu maturé tout ça et tu sais où tu vas, où t'en es. Mais non, j'ai pas eu ça. Après, il y a eu énormément de rencontres, que ce soit hors voyage ou dans les voyages, dans tous les cas.
Et en fait, c'est qu'est-ce que je tire de chaque rencontre, tu vois? Est-ce que, tu vois, on en parlait tout à l'heure, tu vois, un entrepreneur qui a réussi, puis en fait, quand tu discutes un petit peu avec lui, bah, tu te rends compte qu'il a tout sacrifié à côté, qu'il a pas de vie de famille, qu'il fait plus de sport, qu'il se plaint parce qu'il est toujours malade. Est-ce que tu as envie d'être comme cette personne? Ouais. Bon, bah non. C'était une très bonne discussion qu'on a eue. En off, pour les auditeurs, juste avant, là, on prenait un thé et un café. On se demandait, c'est quoi la réussite? Et moi, je disais, pour moi, je n'admire pas un entrepreneur qui sacrifie tout son temps familial, avec son entourage, ses amis, pour bosser, 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 bosser. Et à la fin de sa vie, au moment où il va mourir, qu'il fasse le bilan ou qu'on fasse le bilan pour lui et qu'il se dise, bah, j'étais pas épanoui, je suis passé à côté de plein de trucs. Il y a un sujet, hein. Il y a un sujet là-dessus parce que pour moi, les vraies décisions de vie, tu les prends sur des petits moments de bifurcation où tu dis est-ce que je m'investis là-dedans ou pas? Est-ce que je m'investis là-dedans ou pas? Et c'est tous les jours, tu en as des choix à faire. Et je pense que si tu as un état d'esprit où tu te dis je privilégie plus, par exemple, toi, je sais que tu privilégies beaucoup le sport. Tu vois, d'autres personnes, ça peut être je privilégie beaucoup mon temps personnel, ma famille, les voyages, mon entreprise, j'en sais rien. Mais il y a forcément un truc où consciemment ou inconsciemment, tu mets en haut de la pyramide. Et après, ça devient un peu ta pyramide de valeurs jusqu'au moment où la pyramide, elle est chamboulée par quelque chose dans ta vie, un événement qui va venir tout changer. Je sais pas, un burn-out ou n'importe. C'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est justement un des piliers en préparation mentale. En fait, c'est ce qu'on appelle l'estime de soi. Tu peux mettre beaucoup, beaucoup de choses et puis ça a une vision un petit peu, une connotation un peu, j'ai pas confiance en moi, j'ai zéro estime. Non. En fait, l'estime, c'est simplement un mélange de l'amour que tu reçois des autres, la vision que tu as de toi dans le monde, de toi par rapport aux autres, le fait de savoir où tu veux aller, comment tu veux y aller et d'avoir confiance dans tes capacités pour le faire. Et quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, euh, je vais pas me dire dans rien, mais en fait, dans le destin, tu as notamment un point qui est hyper important, c'est l'équilibre de tes raisons d'être. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui, dans ma vie, est important pour moi, qu'est-ce qui constitue ce que je suis. Tu vois, tu parlais du sport. Moi, le sport fait carrément partie de mes raisons d'être, au même titre que entreprendre, au même titre que mes relations amicales, familiales. Voilà, c'est mes socles, c'est le socle de mon estime. Quand tu te lances dans un projet comme l'entrepreneuriat ou comme par exemple le sport de haut niveau, hein, tu vas dans un pôle, tu vas à Fourmeux, si tu fais voilà, un sport qui fait partie de l'entraînement là-bas, tu vas mettre toute ton énergie et toutes tes capacités, tout ton temps sur un pilier, le sport, l'entrepreneuriat ou un autre. Et en fait, le risque, c'est que c'est OK hein, d'avoir des équilibres de ces piliers pendant un temps, parce qu'à un moment donné, on le disait aussi, tu vas pas non plus faire des choses incroyables dans ta vie si tout est parfaitement aligné. Tu as besoin à un moment donné de donner et de faire en sorte, et ça nécessite bien sûr des sacrifices, c'est pas une mauvaise chose. Là où c'est un peu bâtard, c'est que à quel moment est-ce que tu rétablis l'équilibre? Et même si ton temps et ton énergie va dans une direction, qu'est-ce qu'il en est de l'importance que tu accordes aux autres piliers de ta vie, de comment est-ce que tu arrives à maintenir des relations, de comment tu arrives. Et il y a un vrai problème, c'est plus connu dans le sport du haut niveau, on parle de crise identitaire du sportif. C'est-à-dire qu'une fois que tu as été sportif de haut niveau, toute ta vie s'est construite autour de ça, le jour où tu l'es plus, tu fais quoi? Ouais, ouais, t'es qui pour toi-même et aux yeux de la société. T'es toujours un ancien sportif, mais t'as une nouvelle activité. Je trouve que c'est un bon Tu as un peu hein, ce rôle d'ancien sportif, on t'oublie vite, hein. Pas faux. On t'oublie Mais vite, tu construis rien à côté. Ouais, mais d'un autre côté, ouais, c'est vrai. Mais après, il a eu mille, tu vois, il a été chanteur, il a été, je crois, entrepreneur un petit peu, il a fait plein de choses. Aux États-Unis, je trouve qu'ils ont des très belles transitions. C'est qu'ils deviennent souvent entrepreneurs, les sportifs de haut niveau. Tu vois, moi, il y a eu des Michael Jackson, il y en a eu plein. Mais des Michael Jordan, pardon. Michael Jackson, ouais, il y en a eu qu'un seul. Le King, respectons. Non, mais c'est vrai que en France, il y a ce côté où on commence à développer un peu l'entrepreneuriat jeune dans les sportifs de haut niveau, où ils commencent à aller dans des podcasts, puis ils commencent même à se lancer sur LinkedIn. Il y a Gaël Monfils qui s'est lancé sur LinkedIn. Je sais pas si tu l'avais débarqué. C'est Ruben qui l'a ramené, ou j'ai vu un post sur LinkedIn, je sais plus. Je trouve ça génial en fait. Parce que je sais pas s'il est en fin de carrière ou pas, je crois qu'il joue encore, mais il prépare la suite quoi. Et il a compris qu'il faut être partout et qu'il faut pouvoir parler d'autres sujets, montrer qu'on est capable de créer une entreprise, qu'on est capable d'être dans les médias, qu'on est capable de... Et pas en tant que sportif, en tant qu'autre chose. Et ça, je trouve ça fabuleux. Ouais.
Après, il y a un intérêt business à le faire. Bien sûr, il faut qu'il continue à vivre. Alors, ça, je regardais le documentaire sur Neymar il y a quelques temps, là. Bien sûr, le mec, il est en sport, mais là, il est en train de construire un empire. Ouais, mais lui, il est tout en haut. Mais néanmoins, je pense que ça t'amène quand même une ouverture de, en fait, je suis pas que ça. Exactement. Et le risque, tu parlais des entrepreneurs qui sacrifient tout dans leur vie, c'est le moment où en fait tu t'es tellement donné et tu as tellement construit une image de toi en tant qu'entrepreneur, ton estime est basée sur le fait que tu es un entrepreneur. Tu es un entrepreneur, tu n'es pas toi, tu es un entrepreneur. Et du coup, en fait, le jour où tu as peut-être envie d'arrêter, c'est en fait, est-ce que je peux vraiment, en fait, mon image et mes raisons d'être et ma raison d'être sont tellement rattachés à ça, à ce que je fais et pas à qui je suis, que si j'arrête, j'ai peur un peu. Enfin, c'est une crise, quoi. Tu peux, techniquement. Tout est possible. Et du coup, ça fait peur. Mais ça fait peur. Donc, il ne le lâche pas. Et c'est pour ça que c'est hyper important, même en tant que sportif de haut niveau, de continuer au maximum à essayer d'avoir ces socles et cette ligne de vie qui soient équilibrés. Et voilà, si tu as d'autres passions dans ta vie, si tu continues à prendre du temps avec ta famille, avec tes amis, et en fait... c'est forcément un choix difficile parce qu'encore une fois, ton temps, il n'est pas illimité. Mais par contre, l'importance que tu donnes à un projet, l'énergie que tu y consacres, ça, tu peux choisir comment tu le modules. Tu vois, tu vas dans un centre de formation professionnelle, c'est pas toi qui choisis que tu commences à taper dans un ballon à 8h et que tu as terminé à 19h. C'est pas toi, c'est comme ça. Et de toute façon, tu vas le faire parce que tu as envie d'atteindre tes objectifs. Bien sûr. Par contre, tu peux, toi, moduler l'émotionnel et l'importance mentalement que tu vas mettre dans cette pratique et comment est-ce que tu te rattaches aussi à d'autres choses parce qu'en fait, encore une fois, tu l'as dit, c'est pas... Il y a en plus en priority foot, il y a aussi des contraintes physiques, il faut qu'à un moment donné, Coco, tu vas être à la fin. Ouais, mais c'est super intéressant parce qu'en plus, là, ça me fait penser à un truc. Hier, je regardais une vidéo, c'était sur TikTok, je crois. C'était un motivational speaker, un anglais, qui disait en fait, si vous voulez changer vos habitudes, il faut changer votre identité. Comme tu dis, si quelqu'un qui n'est pas sportif, il se dit je veux devenir un sportif, tous les jours, il va se mettre à faire du sport et à un moment donné, il va se dire ok, je suis un sportif. Il va le dire aux autres, il va dire les gars, je suis un sportif. Je prends mon sac le matin si t'es salarié, je mange bien, je prends des fruits, je prends peut-être des protéines. Je suis pas fan moi, mais enfin tu vois, et il va changer profondément son identité et se dire je suis en train de devenir une nouvelle personne. Et petit à petit, il va mettre en place des habitudes et il va peut-être arriver à devenir une nouvelle personne en fait, à se créer une nouvelle identité. Pour l'entrepreneuriat, ouais, c'est pareil. Et je pense que quand tu as réussi à faire ce processus-là, quand tu es devenu aux yeux des autres, aux yeux de toi-même, avant même d'être aux yeux de toi-même, une nouvelle personne, tu as une nouvelle identité, et ben tu peux pleinement la vivre et il n'y a pas de souci en fait. C'est ok. Et à la limite, à l'inverse, quand ton identité meurt, quand tu es des sportifs de haut niveau et que tu ne l'es plus, parce que tu es en ancien, bah, peut-être que tu dois t'en reconstruire une autre, ou alors transitionner vers quelque chose d'autre pour arriver à vivre, quoi. C'est ça que je t'appelle. Et c'est pour ça que plus tu commences tôt à avoir conscience de ça et à simplement juste, c'est moduler en fait. Pour moi, c'est vraiment moduler ouais, l'énergie mentale que tu vas mettre dans un projet, tu vois, et comment est-ce que tu équilibres. C'est vraiment une notion d'équilibre. Hein, enfin, c'est facile à dire quand t'es pas sportif de niveau qu'il faut penser à autre chose, mais bien sûr que non, t'as envie de ramener le ballon, t'as envie de faire t'as comme des objectifs, donc tu vas te donner à 100% en termes de temps, mais c'est ouais, de continuer à donner de l'importance à d'autres projets dans lesquels tu te retrouves, de continuer à apprendre à te connaître, de maintenir un peu tout ça qui va être finalement ton maquette de sécurité et qui va permettre de te relancer plus rapidement, plus facilement derrière ça. Et puis au-delà de ça, en développement personnel, moi j'ai envie de dire aussi que tu peux avoir de multiples identités. Moi je suis sportif, personnellement, j'ai été pendant longtemps sportif. Là en ce moment j'en fais un peu moins, mais j'ai fait 15 ans de tennis, j'ai fait 5 ans d'escalade aussi à raison de 3, 4, 5 fois par semaine. Donc mon identité c'était vraiment ça. Les gens autour de moi, ma famille, mes amis, mon entourage, je le savais. Tous les 2 jours j'étais à la salle de sport, je m'alimentais pour ça aussi, enfin vraiment j'étais tourné vers ça. Mais à côté de ça, maintenant je suis en train de devenir un entrepreneur. Je le suis depuis 1 an à temps plein, donc les gens commencent à m'identifier en tant qu'eux, mais je suis toujours aussi sportif. En fait, on peut additionner les casquettes, mais comme je suis, aux yeux de certaines personnes qui ne me connaissent pas, quand j'écris, je sais pas moi, de la philosophie sur LinkedIn, ça m'arrive, tu vois, de mettre des posts profonds, pas tous les 4 matins, mais ça m'arrive. Et j'aime bien l'idée de se dire, bah, tu peux être écrivain, sportif, créatif, entrepreneur, et tous ces trucs-là à la fois, en fait. Pas au même degré, pas avec la même intensité, mais tu peux empiler toutes ces casquettes et te dire, tout ça, c'est moi, en fait. Même si c'est pas facile,
Mais moi, j'aime bien ce côté multicasquette de l'entrepreneuriat qui commence à se développer beaucoup en France, qu'aux États-Unis, je trouve ils ont beaucoup plus. Que ce soit entrepreneur ou non, hein, mais des gens qui s'affichent, ou même dans leur vie de tous les jours, hein, voilà, qui affichent leur identité. Parce que c'est une chose d'avoir son identité, c'est une autre chose de le montrer au grand jour et de permettre aux gens de t'identifier en tant que, d'être identifié. C'est aussi quand même un peu touchy, ça, quand tu prends le sport de haut niveau. En fait, dès que tu vas dans un en fait, dès que tu vas à quelque chose à un dosage extrême, évidemment, le reste va passer À côté, ouais. ouais, au second plan, c'est évident. Mais c'est pour ça que je te parle vachement aussi de mental là-dedans. C'est qu'en fait, dans les faits, tu peux consacrer tout ton temps à ta pratique sportive. Mais il faut pas... il faut éviter de construire qui tu es en fonction de ça. Parce que en fait, c'est là-dedans. Ouais, j'en vois pas. T'avais presque oublié. Yeah, c'est mentalement que ça va se passer. C'est-à-dire, personne va t'attendre au tournant à la fin de ta carrière. C'est toi, en fait, quelle est ta capacité de croire en toi pour recommencer quelque chose. Bien sûr. Et du coup, peu importe le niveau d'identité que tu cumules, en plus, ça, tu donnais beaucoup d'exemples professionnels, mais tu peux aussi avoir des exemples personnels, vie de famille, etc. C'est vrai. Comment est-ce que tu arrives à trouver l'équilibre et... Ouais, c'est un vrai débat, hein, j'ai pas la réponse. Hein. Je pense que c'est même pas un débat, c'est très difficile à atteindre. Nous, ça n'est déjà pas simple à notre niveau. T'imagines qu'il y a des gens dont tout est fondé autour d'un même enjeu. Ça devient compliqué, ça devient encore plus compliqué quand... T'as une famille, t'as des enfants. Et ouais, quand t'as des impératifs, quand t'as des contraintes, quand t'as des contraintes ou une pression extrinsèque, c'est toujours plus compliqué. C'est pareil en termes d'image de sportif. À partir du moment où tu commences à être de haut niveau, c'est plus juste toi avec toi-même. Il y a les sponsors, il y a le club, il y a la fédé. Bah voilà, en fait, tu jongles un peu comme tu peux. Et en l'occurrence, ça peut être hyper utile d'avoir un soutien mental dans ce moment-là. On voit beaucoup la préparation mentale justement comme ok, je veux être focus sur mon présent, je veux visualiser le mouvement parfait et tout. Ouais, Nadal. Ouais. Ben ouais, et ben bien sûr, ça en fait partie, mais des fois, t'as juste besoin de pouvoir vider tout ça, comme tu disais, avec quelqu'un de confiance, et ça, c'est... Super intéressant. La visualisation, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, moi, personnellement. Et j'ai essayé de comprendre comment le cerveau, il peut se projeter dans un événement qui n'a pas eu lieu et essayer de le faire dans ta tête et qu'au moment, le jour J où tu vas le faire, tu as déjà l'impression que tu l'as fait. Parce qu'en fait, c'est ça la visualisation. Le cerveau, il fait pas la différence entre ce qu'il voit et ce qu'il imagine. Et en fait, c'est pas le cerveau lui-même, c'est le cerveau et les signaux sensoriels, ou marqueurs sensoriels qu'il envoie à ton corps. C'est-à-dire la mémoire de ton corps, en fait, par rapport à un message qui est envoyé ton cerveau. Donc, attention, c'est pas parce que tu visualises le service parfait que tu vas réussir à le faire. Évidemment, ça doit être fait en parallèle d'un entraînement technique et physique. Mais il y a des études, beaucoup, qui ont été faites et qui ont montré qu'à un niveau d'entraînement physique ou technique similaire ou identique, plutôt identique du coup, si tu ajoutes la carte de l'entraînement mental, parce que ça, la préparation mentale, c'est un entraînement, hein, c'est pas parce que tu le fais une fois dans ton lit que ça l'est. C'est la répétition où tu vas en fait venir activer les mêmes zones de ton cerveau que si tu le faisais. Et donc, tu vas pouvoir décupler tes capacités. Et au-delà de la partie directe de je comprends mieux mon corps à assimiler le mouvement, il y a aussi toute une partie émotionnelle. En fait, j'en suis beaucoup moins stressée parce que j'ai l'impression de l'avoir déjà vécu. En fait. T'as l'impression de l'avoir déjà vécu. C'est pour ça, je sais pas si tu as déjà analysé, mais moi, parce que je regardais beaucoup de tennis et Roland Garros, j'ai regardé toutes les finales depuis au moins 2004, depuis la première finale de Nadal. Il a toujours le même schéma, ou même la manière dont il pose ses bouteilles, c'est toujours pareil parce que ça le sécurise. Avant le service, il fait toujours la même chose. Machin, un truc, il s'arrive le slip du short, couette droite, couette gauche, il envoie sa balle par terre et après il sert. Et c'est là que tu sens que le gars est tellement dans sa bulle depuis tellement longtemps qu'il se rapproche d'un taux de réussite qui est de plus en plus haut en fait, parce que pour lui c'est un automatisme, il réfléchit même plus quand il va servir. Il réfléchit plus quasiment. Il dit je vais servir à droite ou à gauche, il rentre dans sa bulle, il rentre dans le truc et bam. Ça, c'est encore autre chose par rapport à la visualisation. Ouais, la visualisation, là. C'est un pattern, quoi. C'est une routine. Ouais. C'est une routine et la routine dans le sport, c'est hyper intéressant. Un de mes professeurs disait très justement il y a quelques jours, en fait, c'est génial à partir du moment où tu sais la challenger. C'est-à-dire qu'une routine qui devient un toc. Ouais, ça peut prendre le dessus, en fait. Non, une superstition de je ne peux pas faire autre chose et sans ça, c'est impossible que je gagne. Là, c'est dangereux
quand c'est la mise en place d'une routine qui te rassure, qui encode un petit peu tout le parcours jusqu'à la balle de match, tu vois. Ça peut être une routine pré-match, ça peut être... Et c'est aussi, finalement, quand nous, on voit une routine, on voit, tu vois, la bouteille qui tourne, on voit si c'est ça. En fait, qu'est-ce qu'il fait? C'est que là, il active des sens. Le visuel, je bouge la bouteille, le kinesthésique, je sens. Il y a en fait toute une série de sensoriels qui va chez lui activer des mécanismes neuronaux, des connexions neuronales qui vont en fait le mettre dans un état mental qu'il a voulu et qui s'est entraîné à actuellement. En fait. Ouais, c'est ça. Et plus tu le fais, plus tu es conditionné. Et la question, c'est est-ce que si un jour Nadal n'a pas la bouteille, ça donne quoi, tu vois? Ouais. Et je pense qu'en fait, en l'occurrence, ça ne changera rien. Ouais. C'est juste qu'il va trouver d'autres ressources, mais il a trouvé celle-ci comme quelque chose, enfin celle-ci parmi d'autres, parce qu'il a un paquet de routines, comme quelque chose de rassurant. Et au-delà de le fait de se rassurer, ouais, comme tu dis, tu t'envoies le message à ton cerveau, tu envoies le message à ton corps de dire en fait je suis dans cet état-là, dans cet état d'esprit-là, pour jouer tel type de balle, pour être dans tel type de concentration. Parce qu'on parle beaucoup de concentration, il n'y a pas qu'une forme de concentration. C'est super intéressant. Ça m'amène à une question où j'ai un peu envie de bifurquer le sujet. Mais moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Tu sais que je fais de la méditation, j'en parle sur LinkedIn, etc. Pour toi, ça évoque quoi la conscience? Parce que là, on parlait du cerveau, des implications que ça a en termes neuronaux, etc. Mais pour toi, c'est quoi la conscience et quel rôle ça joue sur la vie d'un sportif, d'un humain en général? Grosse question. Euh, Sans forcément devoir le définir, mais pour toi, est-ce que ça joue pour toi? Est-ce que ça a une importance là-dedans? Quand on dit avoir une prise de conscience pour toi, sur quoi ça vient jouer? Et est-ce que tu penses que les gens ont besoin de faire plus de prise de conscience? Et qu'est-ce que t'en penses? Il y a plein de trucs qu'on peut mettre sous la conscience et du coup, il y a plein de définitions qui viennent en tête, c'est pas les mêmes. Faut définir le Pour terme. moi, la conscience, comme tu peux l'entendre dans le fait de prendre une décision en conscience, ce serait plutôt la connaissance de soi, du coup, que j'entends. Et du coup, être conscient, par exemple, de quelle émotion va générer quel type de comportement chez moi, quelle émotion, comment je vais ressentir telle ou telle émotion. Et ça, la conscientisation de ce qui se passe dans ton cerveau et dans ton corps, c'est un premier pas vers le fait que tu sois capable de gérer, pas de le maîtriser, parce qu'on ne veut pas les mettre de côté. Maîtrise, c'est un peu un mot de c'est pas bien, alors tu vois, mais de gérer, de faire avec et de l'utiliser à bon escient. Par exemple, avoir conscience que toi, tu fonctionnes kinesthésique, c'est-à-dire que tu es vachement dans... en fait, même dans les sens, tu as le visuel, l'auditif et le kinesthésique, ce sont les trois principaux, après tu as aussi gustatif et olfactif. Mais par exemple, savoir que, ouais, toi, tu es beaucoup plus sensible. Là, si je te dis, ok Cyril, projette-toi dans un moment où tu t'es senti hyper bien, etc. Est-ce que tu vas plutôt sentir les choses, je sais pas, le vent, le soleil, ou est-ce que tu vas plutôt... il est un peu... J'essaye de faire l'exercice. Tu vas plutôt voir les choses, le coucher de soleil, les couleurs, ou est-ce que tu vas plutôt entendre les bruits, le discours que tu te donnes, le discours des autres, tu vois? Tout ça, ça te permet un peu de conscientiser quel sens est fort chez toi. Et ça, pour moi, c'est une forme de conscience que de dire, ok, derrière, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si demain, je veux mettre en place un ancrage comme Nadal pour switcher un mode mental qui est adapté à l'action, je vais peut-être jouer sur ça. Tu vois, moi, j'ai un truc très très con, c'est que... enfin, très con. Depuis que j'ai fait 15 ans de hand, et à l'époque, j'avais un peu le réflexe de me claquer dans les jambes. Je me tapais sur les cuisses. Je pense que je le faisais parce que beaucoup de personnes le faisaient à la télé. Oh, mais non, mais n'empêche. N'empêche que ça... ouais, je sais que moi, je suis très sensible à tout ce qui est sensation. Et du coup, si demain, je me construis un ancrage pour telle ou telle chose, que ce soit basé sur de l'imagerie mentale ou simplement sur du... comme on pourrait dire, vraiment, comme tu disais, de la programmation, tu vois, et je vais beaucoup plus utiliser les kinesthésiques que des mots du type discours interne, fort, lourd. Ça marche bien sur toi. Parce que c'est ta manière de ressentir les choses. C'est une forme De de... vivre les choses. Ouais. Ok. Et en même temps, en méditation, ce qu'on appelle la méditation, c'est un état de conscience modifié. Où, du coup, l'idée, c'est que tu vas pouvoir changer l'onde et passer sur un mode mental où ta conscience, comme on l'entend, conscience d'être complètement là, va petit à petit s'estomper pour laisser place à du subconscient, à des modes mentaux
plus automatisé, plus automatique, plus ancré en toi, je sais pas. Ça te parle les ondes alpha, gamma, θ, l'état θ? Je m'intéresse beaucoup à l'état θ en ce moment. Enfin, je suis pas experte sur le sujet, pas encore. Pour les auditeurs qui nous écoutent, pour ceux que ça intéresse, c'est les ondes du cerveau. Lorsqu'on est en état θ, on est beaucoup plus créatif, réceptif, et notre cerveau est en meilleure capacité. Et en fait, c'est vrai que quand tu fais de la méditation, t'es pas dans les ondes habituelles, parce que tu ralentis. Du coup, tu es focus sur ta respiration, tu as un flot de pensée, mais t'es pas comme dans la vie quotidienne où il y a des choses qui se passent autour de toi, donc tous tes récepteurs, ils sont... ça clignote partout, quoi. Ouais, c'est pas pareil. Ça, c'est vachement intéressant pour voir ce qui se passe vraiment quand t'es les yeux fermés, calme, tu fais une respiration apaisée, douce, et qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Qu'est-ce qui se passe dans la conscience? Moi, ça me fascine, et à chaque fois que je le fais, quasiment tous les matins, je fais une bonne demi-heure, je me dis, c'est dingue parce que l'état, il se prolonge dans ta journée après. Ouais. Et ça, c'est hyper important de comprendre que l'état se prolonge parce que justement, ça peut être une force comme ça peut être une faiblesse si c'est mal utilisé. C'est-à-dire parce que tu viens de dire la méditation, en effet, tu passes sur un mode de conscience modifié où ton cerveau est plus créatif, tu es plus dans les idées, par contre, tu es moins réactif, tu es moins dans la prise de décision rapide, tu es moins dans l'action. Et typiquement, si tu te fais une méditation et que tu vas conduire derrière, t'as intérêt d'être bien rodé parce que tes signes d'alerte, ils sont un peu... ils sont passés en second plan, en fait, simplement. Ouais. Et ça, c'est un vrai sujet, tu vois, dans le sport. C'est que, méditation, c'est bien. Ça va t'apprendre à gérer ton stress, vraiment. Ça va t'apprendre à, justement, te connecter à tes sensations, à faire abstraction de toutes les distractions que tu vas pouvoir avoir, à être plus focus, d'être plus serein, d'être plus calme. Va faire ça par contre. Mais peut-être pas en début de journée, quoi. Et, Peut-être plutôt en fait. et surtout pas avant l'action, pas avant le match. Surtout pas avant le match. Parce qu'en fait, tu l'as bien vu, hein, si tu fais une méditation, alors si tu fais une respiration de calme, etc., dans les 10 minutes, après c'est parti. Par contre, si tu fais une méditation prolongée de 20-30 minutes, 1 heure, derrière, tu parlais des ondes, c'est ça qui se rapproche du sommeil. Hein. Donc, tu es dans un état apathique de « je viens de me réveiller ». Donc, bien sûr, t'as une sensation de bien-être et d'apaisement et de calme. Mais c'est pas ce que tu veux juste avant de jouer le match. Enfin, donc, ouais, c'est pour ça que c'est... Il y a plein d'outils. Maintenant, un outil, et c'est pas moi qui me disais, c'est Anthony Nespadoni, moi et préparateur mental, que les outils ne servent à rien sans méthode. Et c'est pour ça que moi, par exemple, à titre perso, je connais la méditation, je le pratique un petit peu, mais je le pratique sans but. C'est-à-dire que tu n'es pas en train de me dire j'utilise la méditation dans le but de ci à ça. Et je pense que le jour où je voudrais le faire, il va falloir que je mette en place une vraie méthode pour utiliser les bons outils au bon moment. Ouais. Pareil pour la respiration. Tu peux utiliser la respiration pour te calmer, comme tu peux utiliser la respiration pour accélérer et t'envoyer des hormones d'action et renverser l'état. C'est-à-dire que si t'es, on va parler en cours, démotivé, par exemple, tu vois, là, t'es sur le banc, par exemple. Sportif, t'es sur le banc, tu viens de passer les 80 premières minutes du match foot, par exemple, sur le banc, et là, d'un coup, Deschamps, bam, te dit, mec, c'est à ça toi. part. C'est à toi, t'y vas. Et là, en fait, voilà. Pour peu que tu sois quand même dans l'action, parce qu'il y avait... tu vois, t'as eu un peu la pression du match, on est en finale, tu sais pas trop comment ça se... Tu m'étonnes. T'es pas bien, donc t'as quand même un niveau mental qui est hyper activé, t'es activé. Mais si t'es pas le cas et que c'est dans un match où en fait, potentiellement, ça s'est joué un peu, ou alors vous êtes en train de gagner et toi tu t'es déconnecté du match et donc mentalement tu t'es déconnecté de ce mode fight, tu vois. Et là, pour le coup, tu vas peut-être arriver au match, tu vas peut-être mettre 5 minutes sur le terrain à te remettre dans un mode d'action. Et là, une respiration, au contraire, thoracique, plus rapide, avec des inspirations plus rapides, plus longues que les expirations, par exemple, c'est un mode comme d'autres, va te permettre, en fait, de libérer les hormones du système endocrinien qui vont te remettre dans ce mode d'action et de fight. Tu sais, on connaît fight or flight. Hyper intéressant. Voilà. Il y a plein de trucs. Et franchement, moi, j'en suis au début de l'apprentissage. Je te parle, en tout cas. prends la parole que sur des choses que j'ai compris. Et Ne s'avançons pas trop. il y a un océan de choses pas que je n'ai pas fait, mais que je n'ai simplement pas exploré encore.
mais c'est passionnant. Et le cerveau humain, C'est infini. Intéressant. Bon, pour faire une transition, parce que le temps passe, j'aimerais bien te poser la seule question que je pose à tous mes invités sur Time for Human. Moi, il y a que deux mots, il y a time et human. Qu'est-ce que pour toi, ça représente le temps, sachant qu'on va tous un jour périr et qu'il ne restera plus rien de poussière, ne reviendra pas poussière. Et qu'est-ce que pour toi, ça représente un humain? Et qu'est-ce que toi, tu as envie d'accomplir dans ta vie ou qu'est-ce que tu aimerais accomplir avant que tu partes dans un autre monde, laisser derrière toi ou pas? Qu'est-ce qui est important pour toi à l'échelle du tout, à l'échelle de ta vie? Je sais que c'est une question très profonde. Elle est volontairement une question très ouverte pour te permettre d'avoir le champ d'action, de répondre comme tu veux. c'est marrant parce que toujours en prépa mentale et toujours dans le bloc estime dont je te parlais, donc, c'est sur quoi tu te construis. On a, il y a des grands principes dans lesquels on a tous en avis. Le temps, la réussite, l'échec, la peur, bref, plein. Et le temps, c'est un sujet que je reviens hyper souvent avec les personnes que je coach, parce que ton rapport au temps va conditionner la façon dont tu te comportes et l'usage que tu en fais. Et moi, j'ai un rapport au temps d'une personne trop pressée. Parce que, et on en parlait un petit peu en off, j'ai eu des expériences dans ma vie où en gros, j'ai eu une enfance pas facile. C'est pas la pire des enfances parce qu'il y en a qui vivent vraiment des choses plus complexes, mais moi, ça m'a impacté. Ça m'a fait prendre des responsabilités très très jeune, très vite. J'ai grandi vite, j'ai mis de côté mon enfance pour être une adulte irresponsable assez rapidement. Et il y a un moment où dans ma vie, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir raté des années. Tu vois, d'être passé à côté de quelque chose, d'avoir vraiment pas vu le temps passer. Enfin, moi, je me suis réveillée à 25 ans en mode c'était où les années passées quand c'est bien passé du tout, là, et même l'école primaire, enfin voilà. Et moi, j'ai toujours eu ce rapport de plus, bon, sans rentrer dans les détails, mais un décès familial jeune. Bon, enfin, si je peux rentrer dans les détails, parce qu'on en a déjà parlé, mais pas. C'était assez jeune, qui a laissé un gros bagage derrière lui. Mais en fait, quand tu perds une personne de ta famille proche comme ça tôt, tu prends conscience de ce... Ça te fait réaliser. On est mortel. Déjà, on est mortel, et puis en fait, Ouais, ça peut être demain, ça peut être dans 10 ans, ça peut être dans 30 ans. Et moi, voilà, alors, c'est assez paradoxal parce que je suis souvent en retard, mais je suis souvent en retard. Et non, mais en fait, c'est paradoxal sans l'être, c'est que j'ai horreur qu'on me fasse perdre mon temps. Précieux. C'est ce qu'il y a de plus précieux. Tu peux me faire perdre mon argent, tu ne me feras pas perdre mon temps. J'ai horreur qu'on me fasse perdre mon temps, et en même temps, je parlais justement, je suis souvent en retard, et en fait, on m'a dit, mais c'est justement parce que tu n'as tellement pas envie qu'on me fasse perdre du temps que tu fais en sorte d'arriver à la limite. Bon, c'est toujours en retard. De sorte à ce que ce soit pas toi qui perds du temps, tu vois. Mais quand même, je fais des efforts. Maintenant, parce que j'ai pas envie de faire perdre de temps aux gens non plus, donc je suis de plus en plus à l'heure. Mais c'est vrai que c'est ouais, moi c'est un jamais qui est hyper fort dans mes vies, le temps. Et en même temps, ça- et en même temps, le temps, il passe beaucoup plus lentement quand tu le prends, et tu as l'impression d'en avoir beaucoup plus quand tu te calmes. Et on a eu aussi cette discussion. J'ai toujours ce même rapport au temps, et pour moi, ça a toujours autant d'importance. Par contre, j'ai compris que en faisant les choses avec plus de calme, en faisant moins de choses et en choisissant avec parcimonie ce sur quoi j'investissais mon temps, il était utilisé de façon beaucoup plus impactante. Et j'en profitais aussi beaucoup plus. Exemple très très concret, quand j'ai commencé à voyager en tant que freelance, j'étais digital nomade. En un an, j'ai fait Guadeloupe, Martinique, Mexique, Réunion, Maroc, Marseille, Sud-Ouest. Ouais, ça fait beaucoup de pays. Beaucoup d'agitation, beaucoup de vols, beaucoup de changements d'environnement. Beaucoup de changements, beaucoup d'adaptations. Tu rencontres des gens, tu te barres 2 semaines après. Tu vas dans un pays, tu en visites un deuxième, et encore, tu vois, quand on parle des îles, donc Ouais, ouais. tu vois, pays coraux, ouais. Et la deuxième année, j'ai fait 2 pays, ce qui est déjà beaucoup. Mais en restant 3 à 4 mois, Sri Lanka et Indonésie, j'ai fait en 2022. Et en fait, là, ouais, pour le coup, tu te rends compte que tu fais plus du bucket listing, t'arrêtes de faire tout, t'essaies pas de tout faire en disant on a qu'une vie, je veux tout faire, mais en fait, on a qu'une vie, je veux bien le faire.
Ouais, et prendre le temps de faire aussi. Et de faire et ouais et parce que en fait, ce qui est important, c'est pas le pays où tu es allé, c'est ce que tu t'en souv c'est les souvenirs. Ouais. Moi, j'ai toujours dit, il y a plein de pays que j'ai visités avec mes parents quand j'étais plus jeune parce qu'il y a eu de la chance qu'on m'emmène très tôt. J'en ai aucun souvenir. J'en ai aucun souvenir parce que juste, j'avais pas le temps, donc je le prenais pas, tu vois? Mmh. Et ouais, ça, c'est mon rapport au temps et c'est aussi très lié à ce que tu disais dans, du coup, le rapport à l'humain. C'est que, en fait, déjà, on est tous des humains, donc on est tous là de passage. En effet. Théorie, On est tous là de passage et surtout, en fait, on est, ce qui nous différencie de certains animaux et ce qui nous différencie des robots, c'est qu'on vit par la communauté, on vit par l'humain, on vit par les échanges, on se développait aussi vite parce qu'on a réussi à créer des connexions et du collectif. Exactement. Donc pour moi, ça, c'est au cœur de tout quand même. Enfin, je veux dire, moi, je ne vis pas pour être seule, je ne vis pas pour vivre seule, même si des fois je pars seule en voyage. Je pars seule en voyage parce que je vais être plus ouverte pour rencontrer d'autres personnes ailleurs. C'est vraiment, je sais pas, c'est tellement fort. On a des puissances de communication qu'on n'imagine pas, sans parler des réseaux, hein, juste nous, hein, le langage, le non-verbal, le regard. le ciné, le regard, tout, et c'est trop important. Et sur cette notion d'humain, moi, c'est vraiment ouais, un des piliers de ma vie professionnelle et personnelle. C'est aussi pour ça que j'ai voulu switcher du marketing à la prépa mentale. Pas parce que j'en avais marre du marketing, mais parce que j'avais plus envie d'aider les boîtes, j'avais envie d'aider les personnes. Tu voulais du contact. Tu as besoin de. J'avais besoin de contact et j'avais besoin d'avoir un sens pour aider les gens. Ouais, que Les gens. c'était vraiment moi, c'est ça, je, je- je veux aider les gens. Il y a plein de solutions, mais je veux aider la personne à être mieux dans son corps, dans sa tête. Et être mieux, ça peut passer par accomplir un objectif. Et donc, on parlait de performance, voilà. Mais comme ça peut simplement être remonter le moral. Moi, j'ai toujours été là pour mes amis. Je suis, je pense, plus fidèle qu'un labrador. Ah, magnifique. Ça, on va le mettre, garder dans la boîte. Non, mais c'est important. Et en plus, en même temps, enfin, on reçoit ce qu'on donne. Bien sûr. Et je pense que ouais, c'est enfin, vraiment le besoin de faire quelque chose. C'est rose, hein, comme ça, c'est cucu, hein. Mais j'ai besoin, pas forcément de rester accélérer à quelque chose, mais j'ai vraiment besoin d'avoir un impact positif sur les gens autour de moi. Non, on me demandait une fois, quand est-ce que tu te sens le plus heureux, tu vois? Peut-être. Moi, je me sens le plus heureux quand il y a quelqu'un qui sourit grâce à moi. Et ça, voilà, c'est hyper fort. Parce que tu vis des émotions, il n'y a rien de plus fort que les émotions. Tu partages des émotions, Ouais. tu rends la vie de quelqu'un meilleure, tu t'aides les gens. Moi, j'ai mes parents, les deux médecins. Enfin, tu vois, ça aurait jamais été pour moi, mais j'ai cette culture Du care. ouais, de prendre soin des autres. Et pareil, hein, quand tu vis des événements de vie, tu te dissocies vachement. Ta priorité, c'est plus toi. T'es pas du tout égocentrique, hein. Moi, j'ai construit mon enfance et mon adolescence à prendre soin des gens autour de moi. Mon père, mon frère, ma mère, peu importe. Donc, c'est quelque chose qui est, ouais, ouais, c'est intérieur à moi. Et les plus grosses douleurs que j'ai, c'est le sentiment de ne pas avoir réussi à aider quelqu'un, ou le sentiment d'être rejeté, ou la peur de l'abandon, parce qu'en fait, je donne tellement pour les gens. Je veux dire, sans parler de je donne mon temps. Ouais, non. Tu donnes de ta personne. Je voyais que j'attends rien en retour quand je le fais. Mais par contre, si ce que j'ai donné, c'est pas perçu, c'est pas compris ou c'est mal compris. C'est vachement profond. Je trouve que c'est vachement intéressant ce que tu as dit par rapport à la connexion aux autres et au rapport qu'on a aux autres. Je voulais juste mettre un laïus là-dessus. Qu'est-ce que toi, depuis que tu vis ta vie d'entrepreneur depuis 2 ans, avec les gens que tu rencontres dans le monde, avec les entrepreneurs avec qui tu bosses, avec ton rapport avec les gens, qu'est-ce que ça t'a apporté d'avoir ce style de vie-là en contact avec d'autres gens, par rapport à d'autres gens qui mèneraient une vie plus j'ai le même job depuis 10 ans, je suis dans la même boîte, j'ai les mêmes collègues, etc. Quel a été l'apport sur toi, ta personne? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie profondément en fait? La relation, tu veux dire? Ouais, bah ouais, est-ce que ça a changé ta relation aux autres d'avoir par exemple le contrôle sur ton temps, être entrepreneur, d'avoir géré différemment ta vie, quoi que la classique études, travail, et après t'agglomères un compagnon, une compagne et des enfants et les amis, etc. et la famille.
C'est ce que tu as dit un peu plus tôt, hein, c'est prendre le contrôle de ta vie. Et moi, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu vis une vie par procuration ou que tu n'as juste pas les commandes, on n'a jamais les commandes de tout, hein, faut pas Bien sûr. se biaiser non plus, mais quand quand tu suis les fils sans être en contrôle, déjà, tu as du mal à dire non à tout en général. Tu veux aller partout. Et quand tu commences à en fait te rendre compte que c'est toi qui contrôle ta vie et que c'est toi qui es maître de tes décisions, moi, je choisis beaucoup plus les gens avec qui je passe du temps aussi. Je la dépense pas avec des personnes, ni mon temps ni mon énergie d'ailleurs, qui je considère n'en valent pas la peine, qui font pas la démarche. J'ai fait un énorme tri dans mes amis. Ça vient aussi des voyages où en fait, quand il y a des inconvénients au nomadisme, hein, quand tu passes 9 mois de l'année loin de tes amis, bah, ils t'attendent pas. Et quand tu rentres, ils ont fait leur vie et parfois t'es déconnecté. Et en fait, ceux qui restent, c'est des vrais. Tu vois, il y a 2 jours, j'étais à la baby shower de mes meilleurs amis, que je connais depuis 10 ans. Et en fait, peu importe les pays que j'ai fait, peu importe le job que je fais, ça c'est important. C'est-à-dire que peu importe la notoriété, le nombre de mais là, ils s'en tapent complètement, il n'y a pas besoin de ça. Il a toujours été là et j'en ai un petit nombre comme ça. Moi, des amis, des vrais, je les compte sur les doigts d'une à deux mains max. Et, et ça, c'est hyper important. Et du coup, t'as un... Ouais, tu essaies de mettre à bon escient le temps que t'as, l'énergie, vraiment tout. En fait, juste tu te dis, j'ai une vie, j'ai pas de temps à perdre avec des gens qui n'en valent pas la peine. J'ai pas le temps, j'ai pas besoin de me vendre, j'ai pas envie de chercher les gens, impressionner les gens. En fait, juste t'attires ce que tu donnes. Et je pense que c'est juste, comporte-toi de la façon que tu as envie que les gens se comportent avec toi. Et que tu vas attirer les bonnes personnes. Et par rapport à quelqu'un, tu vois, qui a... Au contraire, moi j'ai des amis qui ont leur routine, qui ont leur métier depuis des années. Et, je pense qu'on n'a pas il n'y a pas tant de différence en fait entre elle et moi. Les connexions sont les mêmes, c'est juste que elles vont peut-être mettre moins en question ou avoir plus de mal à remettre en question les choses. Quand quelque chose va se passer mal avec leur boss, par exemple, pour elles, c'est un plus gros risque parce que Un impact sur ça fait, ça a un impact sur leur vie, c'est énorme. Moi, je veux dire, un client me fait chier, au revoir, quoi. Enfin, tu vois, mais parce que j'ai juste construit une vie où le changement fait partie de ma vie et c'est plus un risque. Je suis un peu égarée dans la discussion. super intéressant. Je pense pas qu'il y ait de bonnes Le matin. Ah, mais ça. Excellent. Non, vraiment, en fait, c'est pas du tout ni le nomadisme, ni le sédentarisme. Bon, après, il y a des questions de mouvement en termes physiques, sportifs. Je n'en cite personne après sans chez lui, mais je veux dire, le fait de vivre dans une même ville toute ta vie et de vivre d'aller au même boulot, c'est pas un problème en fait. C'est pas un problème. Et c'est juste, est-ce que ça te convient à toi, quoi? En fait, est-ce que tu es heureux comme ça? Par contre, à partir du moment où tu te lèves le matin, où t'en peux plus, où tes vacances, t'as une semaine, tu passes 5 jours sur 7 à récupérer parce que t'es cassé, parce que ta charge mentale est énorme, bah là, pose-toi des questions. Et moi, j'ai peut-être cette facilité à, quand je me pose des questions, c'est pas juste une question, c'est un plan d'action. La capacité, on en parlait tout à l'heure en off, c'est le côté, tu as décidé de faire un truc, passage à l'action derrière, quoi. Je pense que dans l'entrepreneuriat, le plus dur, c'est de passer des idées à l'action et le temps qu'il y a entre l'idée et l'action, quoi. Et plus vite tu mets en action, plus vite tu te prends le mur s'il y a un mur à te prendre, plus vite tu passes à autre chose, plus vite tu comprends, plus vite tu apprends, et plus vite tu touches à ton but, quoi, au final. Ouais, après, il faut toujours bien sûr garder cette part de réflexion dans l'action. Et en même temps, l'un ne va pas sans l'autre. Parce que tu agis parce que tu as réfléchi, tu réfléchis. Une fois que tu as agi, sinon tu réfléchis pas, tu es juste dans un cercle, dans une boucle qui se répète. Mais là, vraiment, où je le vois par rapport aux gens qui m'entourent, je trouve que quand on a cette habitude de challenger son quotidien, challenger ses routines, on en parlait. On revient à ce qu'on disait au début, hein, finalement, une routine, c'est qu'il faut être challengé, quelle qu'elle soit professionnelle, personnelle, spirituelle, peu importe. Et à partir du moment où ça, c'est une habitude, tu sais que tu en es capable, donc tu le fais, donc tu en tires des conclusions positives. Et autrement, si tu le fais pas, tu te construis des croyances de je peux pas faire autrement, c'est comme ça. Et quel que soit le domaine, encore une fois, des croyances, on a de tous les côtés. À partir du moment où pour toi, il n'y a pas d'autre option,
c'est une Ouais. croyance et les D'accord. croyances, c'est jamais bon. Qu'elles soient En fait, il faut être capable de reconstruire, quoi. Moi, je me dis toujours, si je perdais tout, qu'est-ce que je ferais et comment je le ferais? Et c'est un truc qui revient souvent dans l'entrepreneuriat, c'est: «Et si tu devais recommencer, comment tu ferais?» Et je pense qu'au final, c'est bien de se dire ça parce que si tu dois recommencer demain de rien, mais tu as tellement d'expérience, tu as tellement de choses que tu as déjà faites qu'en fait, tu recommencerais mieux et tu es serein. Enfin, moi, je suis serein par rapport à ça. Parce que je me dis: «Quoi qu'il arrive, j'ai mon passé qui me confère de la confiance». Peut-être que j'ai une confiance en moi qui est assez bien établie et du coup, je sais comment, je recommencerai. Et c'est OK, même si tu repars de zéro, c'est OK. oui, c'est ta capacité à te reconstruire Ouais. et bah, c'est la résilience, hein. C'est aussi, en fait, moi, je sais disons que j'ai pas je pense pas que j'ai un mental de dingue, pour, pousser au bout, quand ça me fait trop mal. Je le fais, mais il y a un moment donné où je lâche. Stop, ouais. Par contre, je sais que derrière, ça va pas s'arrêter là et que même si je lâche à un moment donné, je suis capable de revenir. Ça m'arrive d'avoir besoin de break, je sais revenir sur le terrain. OK. Et la résilience, c'est ouais, c'est en fait, je suis tombée, je me relève et c'est un peu philosophique, mais je pense que tant qu'on tombe pas, on sait pas quand on est capable. D'accord. Quand tu tombes, mais que tu as quelque chose de vraiment important, on a tous un instinct de survie, Mmh. quel que soit le mode de survie et on les trouve, les ressources, on les a. Faut juste oser, hein, franchement, oser et bien s'entourer, hein, sans faire la pub au préparateur mental, Tu peux, vas-y. mais moi, je veux dire tes amis, Ouais, tes proches. le soutien, c'est important. Moi, franchement, j'ai vécu des choses compliquées, certes, mais j'ai été très bien entourée. Il y a un backup qui m'a franchement, ma famille pour ça, moi, c'est mes piliers et c'est aussi mon pilier parce qu'ils ont toujours été là et ouais et moi, j'ai envie d'être le pilier. Tu déjà le pilier de plusieurs milliers de gens, c'est sûr ça. Je pense que les gens, ils ont besoin d'inspiration et qu'ils écoutent, ce qui se passe dans la sphère entrepreneuriale et qu'ils se disent: «Ouais, moi je peux faire du sport, moi je peux faire ceci, moi je peux faire un post LinkedIn». Quand je dis inspiration, c'est pas, d'aller monter une entreprise et devenir Elon Musk, c'est juste faire une petite action. Inspirer à faire une petite action et ça, c'est bien. Parce que tu as des leaders et tu as des alors je me considère pas enfin si, je me considère comme une leader, on peut le dire dans la plupart des situations, mais tu as des gens qui ont besoin qu'on leur trace le chemin ou qu'on montre qu'on peut le faire. Mmh. Et c'est OK, hein, en fait. Mais à partir du moment où tu as montré que tu pouvais le faire, bah, Ouais, il vas-y. faut le faire. Tu vois, moi, c'est si quelqu'un me dit: «OK, franchement, là, je suis pas capable, de faire un post LinkedIn, que j'ai la trouille du chemin des autres et cetera». OK, attends, je vais te montrer, je vais le faire, on va le faire ensemble. Mais par contre, derrière, tu le fais. Ouais. Parce que et c'est aussi tout un des principes fondamentaux de la préparation mentale, c'est que ton objectif, c'est de rendre, le coaché autonome. Indépendant, bien sûr. Indépendant et autonome et acteur et responsabilisé. T'imagines, si les sportifs de haut niveau, ils ont besoin, «Allô Patrick, non là ça va pas bien, la balle de match, je sais pas comment faire, j'ai mal à la tête». Mais bien sûr, tu te débrouilles donc au début, tu as besoin d'aide de la même façon que, tu vas vouloir, te remettre en forme physiquement, tu vas potentiellement faire appel à un coach sportif, à un préparateur physique. Il va t'aider, mais au bout d'un moment, il va te lâcher et ça va être à toi d'être, responsable oui, d'être responsable de tes propres performances et de ton propre bien-être. Faut être solide mentalement. Il y a un moment donné, moi, il y a une période de ma vie où vraiment j'en ai chié mentalement. C'est quand j'étais à l'autre bout du monde, tout seul, en prison. Et je me suis toujours dit, en fait, personne ne pourra le faire pour toi. C'est-à-dire que même si tu avais quelqu'un à côté de toi, c'est entre toi et toi. Et ça fait bullshit et motivationnel de speaker de dire ça, mais en vrai de vrai, c'est toujours entre toi et toi. C'est-à-dire que tu peux te faire coacher par quelqu'un, il peut t'impulser des dynamiques, des processus, t'expliquer, te déconstruire, des machins, mais en vérité, le matin quand tu te réveilles, c'est toujours entre toi et toi. Quand tu es dans la flemme, quand c'est dur, machin, c'est toujours entre toi et toi. Et il faut retrouver les ressources en soi, en fait. Parce que c'est comme ça, il n'y a pas d'exit possible, en fait. Il n'y a pas de sortie magique, y a pas de... tu peux te cacher derrière des gens, mais en vérité, il n'y a pas... Il y a pas un coaching, c'est tellement propre à chacun qu'en effet, comme tu le dis, nous, on peut être là comme support pour t'aider, pose-toi des outils qui soient adaptés, te donner les clés qu'on a. Mais ouais, ça vient de toi et c'est aussi pour ça que d'ailleurs, le coaching mental, ça doit être du volontariat. C'est pas toi qui vas aller chercher quelqu'un, genre, ah, t'as besoin d'être coaché. Faut que la personne vienne d'elle-même. La personne, même avec des vraies motivations, avec l'envie de, comme on le disait, la confiance réciproque de elle, tout mettre en œuvre. Il faut une part d'évidence. C'est un travail clé. Ouais, d'accord. Eh ben écoute, c'était un très bel échange. 1h10, tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que je te donnerai pas le mot de la fin? Est-ce que tu veux passer un message?
dire un truc formidable, je ne sais pas, je te laisse le mot de la fin. Et après, on va clôturer sur ta petite podcast. En tout cas, j'ai vraiment aimé notre échange. C'était hyper profond. On a parlé beaucoup de préparation mentale, de sujets, moi, qui m'intéressent énormément. J'espère que l'auditoire aura kiffé le moment. Et bah voilà, je te laisse la parole. Clôturer. Moi, c'est peut-être même pas un mot de la fin, mais c'est un apprentissage que j'ai eu de moi, mais c'est qu'en fait, vraiment, ce que tu considères être comme tes faiblesses sont tes forces. C'est encore une belle citation, mais c'est véridique. C'est fait tes forces à partir du moment où tu te laisses le temps de faire des forces, à partir du moment où tu les entends, tu les comprends. Tu vois, on parlait de méditation. La méditation, c'est faire abstraction de tes pensées. En fait, c'est aussi apprendre à les gérer et apprendre quand est-ce qu'elles peuvent venir, quand est-ce qu'elles viennent pas, quand est-ce que tu en as besoin, comment tu t'en sers. Et il y a des gros a priori sur la prépa mentale, c'est pour les faibles, mentalement, j'arrive pas, non, 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 je fais appel à un prépa. En fait, non, nous, on est là pour t'aider à être encore meilleur et encore plus acteur de tes performances et de ton bien-être. Et les émotions, la concentration, tout ça, c'est des choses qui se travaillent. Donc, faut pas avoir peur de demander de l'aide, quel que soit le territoire. Encore une fois, je parle de prépa mentale, mais business, c'est pareil. En fait, s'il y a un truc que tu galères à faire, reste pas buté comme un con. En fait, va chercher quelqu'un qui sait le faire et fais-toi aider parce que, en fait, l'aide, c'est juste le tremplin pour que tu sois capable de faire tout seul. Demander de l'aide, c'est la base. Ça devrait être démocratisé. Ouais. On n'en demande pas assez. Parce que trop d'ego. Ouais, c'est ça. Ouais. On a peur de dire parce que ça fait faible. Et en fait, ce qui est faible, c'est justement de savoir que tu es à un point A sans pouvoir aller au point B et de pas tout mettre en place pour aller au point B. Je suis tellement d'accord. Bah écoute, c'était un plaisir en tout cas. J'espère que vous aurez kiffé. Prochaine. Ciao, bye bye.